Voyons, ma belle amie, qu'est-ce qui se passe? Je boude. Ben oui, je vois bien ça. Mais pourquoi tu boudes? Parce que tu comprends pas. Ben, qu'est-ce que je comprends pas? Explique-moi-le. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu comprends pas. Ben voyons, aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends pas que j'ai juste besoin d'être compris. Oh! Pauvre petite! Oui. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer. C'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie extraordinaire, une vie à la hauteur de leurs rêves, de leurs attentes. Et pour moi, un des ingrédients importants, c'est d'avoir cette capacité à gérer notre stress, notre anxiété au quotidien et par ricochet aussi, avoir une incidence sur nos jeunes, sur nos enfants, nos adolescents et pour nous donner des stratégies, des outils pour justement être un petit peu plus calme, zen et moins stressé. Je reçois quelqu'un qui est un spécialiste dans le domaine. Alors, il est docteur en neurosciences, il est psychothérapeute, auteur de plusieurs livres. Je vous le présente à l'instant, M. Joël Monzé. Salut Joël, merci d'être là. Laisse-moi montrer tes livres. Alors, j'ai juste besoin de votre attention et j'ai juste besoin d'être compris. Ces deux ouvrages parmi plusieurs autres que tu as écrits. Écoute, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble des stratégies, des outils pour justement être plus calme comme parents et aussi pour outiller nos jeunes. Parce qu'on le sait, on est dans une vie où tout va de plus en plus vite et on est stressé, malheureusement. Oui. Ben, malheureusement. En fait, heureusement, parce que si on Ouais. n'était pas stressé, on aurait probablement... En fait, on serait plus là. Ouais. Tu sais, quelque part, les tueurs de masse, une des choses qui fait en sorte qu'ils font faire un passage à l'acte aussi meurtrier que ça, c'est parce que les structures de leur cerveau qui déclenchent la peur, qui déclenchent les mécanismes de protection, se sont effondrés. Donc, pour eux, mourir ou faire tuer des autres personnes, il n'y a aucun remords, rien du tout, ça n'a pas de sens. C'est pas banal pour eux. Okay. Donc, on a besoin de nos amygdales. En fait, je viens de parler de le mot, je viens d'utiliser le mot, on a 4 amygdales dans notre corps. Ouais. On a 2 amygdales dans la gorge, Ouais. on en a 2 hors nos 2 oreilles. OK. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un qui a un problème entre ses 2 oreilles, c'est un problème d'amygdale. Ah oui? Tout à fait. OK. Mais les 2 qui sont dans notre bouche, elles ont un rôle de défense immunitaire contre les microbes, contre tout ce qui pourrait Ouais. venir nous déclencher des maladies. On peut les enlever sans trop de problème. Il y a une génération dont la mienne où on les enlevait de manière systématique. Aujourd'hui, on fait plus attention, mais celles du cerveau, on ne peut pas les enlever. Quand on les brûle avec un rayon laser chez un singe, eh bien le singe veut les caresser un lion. Et s'il n'y a pas une barrière ou une vitre entre les deux, le singe se ferait croquer. Quand on les brûle chez un rat, le rat va jouer avec le chaton. Le chaton n'a pas encore développé ses instincts de félin et donc à ce moment-là, il ne cherche pas à manger le rat. Ouais. Donc ils jouent tous les deux. Il n'y a aucun rat qui voudrait vivre cette expérience-là s'il avait les amygdales justement qui sont entre ses 2 oreilles. Donc les amygdales sont très importantes dans le déclenchement en fait des mécanismes de défense. Et qu'est-ce qu'elles vont faire dans le cerveau? Elles vont maximiser justement les zones qui vont faire en sorte qu'on va survivre dans la vie de tous les jours. OK. Quelque part, on a des millions d'années derrière nous. On a vécu dans le bois, on a vécu de la chasse, on a vécu de la cueillette. Donc, il y a toute une série de comportements que l'on a qui sont des comportements de défense très bien adaptés à l'environnement du bois. Et pendant que monsieur est en train de faire la chasse, madame, elle élève 10, 12, 15 enfants. Elle s'occupe et elle va, s'arranger pour contrôler la petite gang, pour contrôler l'environnement de manière à s'assurer que tout le monde est de manière sécuritaire. Donc, beaucoup de comportements qu'on va avoir dans des situations de stress sont des comportements qui sont, oui, d'origine génétique, mais qui sont nécessaires pour la survie. OK. De les identifier chez nous, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si moi, en tant qu'homme, je suis impulsif, c'est très utile si je chasse. OK. C'est très embêtant dans une maison. C'est moins utile dans une relation, Exactement. Okay. Le petit garçon, quand il est en train en classe, il est excité, il a quelque chose qui s'est passé, il a peur ou n'importe quoi qui pourrait faire monter son degré d'émotion, il risque d'être plus impulsif. Okay. Il risque de bouger. Ou il risque de partir dans la lune. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui est sous-réactif, qui a tendance à partir dans la lune, a plus de chances de survivre s'il est face à un ours OK. que moi.
Parce que moi, j'ai tendance à être surréactif. OK. Donc, dans une adversité, j'ai ma résilience et je me défends. OK. L'enfant qui est surréactif, l'adulte qui est surréactif, il va faire le mort. OK. C'est la Et meilleure pour un manière. ours, c'est bon. Face à un ours, c'est bon. Mais Ouais. face à un examen, c'est pas bon. OK. Donc, il y a souvent une confusion entre une difficulté de se concentrer, une difficulté de rester attentif, OK. avec une problématique de déficit d'attention. C'est le même comportement, mais c'est pas la même origine. OK. Donc là-dessus, il faut faire attention. Donc Ouais. quand vous avez un enfant qui procrastine, un enfant qui s'oppose, un enfant qui cherche à échapper à une situation qui est angoissante pour lui, Ouais. tout ça, ce sont des indices de comportement qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. OK. Donc, le premier élément que l'adulte devrait faire, c'est de créer un environnement qui est perçu comme sécuritaire par le jeune. OK. Si tu savais, Stéphanie, le nombre de fois que les parents me disent « Toi, tu n'as pas le vrai enfant dans ton bureau. » Ah non, pourquoi? Ben parce qu'il ne bouge pas, il collabore, il participe aux activités. Alors, tu il veux dire, échange, il est le attentif. parent qui amène son enfant Oui. pour te consulter et qui assiste à la rencontre, Oui. les parents réalisent que leur enfant est différent quand ils sont en ta présence, c'est ça Oui. que tu veux dire? Est différent de quand ils sont à l'école. OK. Ça veut dire que dans ce qui se passe, dans ce qui est perçu par l'enfant ou l'adolescent à l'école, ou dans ce qui est perçu ou vécu par l'enfant à la maison, il ne se sent pas en sécurité, pour quelque raison que ce soit. OK. Ça peut être juste une distorsion d'une mauvaise compréhension de ce qui se passe, mais il ne se sent pas en sécurité. Alors que quand il arrive dans ton bureau, Oui, il se sent en sécurité. parce que le premier outil avec lequel moi je travaille, Ouais. c'est un sentiment de sécurité, que OK. le jeune se sente accepté, accueilli. Je vais lui expliquer pourquoi il réagit parfois de cette manière-là. Je vais dédramatiser la situation. Ça ne veut pas dire que je l'autorise à griffer ou à mordre son petit frère ou sa petite sœur. Non, 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 non. Je lui explique avec des mots qu'il va comprendre en fonction de son âge que son comportement est un comportement normal. Mais au même titre qu'on lui a appris à se moucher, Mhm. on va lui apprendre à mieux contrôler ses comportements. OK. Donc de voir l'enfant dans un phénomène de développement, dans une manière, il faudrait qu'on l'aide à canaliser en fait ce qui se passe. À ce moment-là, déjà le degré de stress va diminuer. Diminuer. Un des plus beaux exemples à comprendre ça, c'est comment tu réagis face à un film d'horreur. Je déteste les films d'horreur et les peu de fois où j'en ai écouté jeune, ça me stresse effectivement. Mais pourtant, c'est Pas un film. bien. Ah non, mais ouais, je comprends. ça me met D'accord? vraiment. Ouais. Donc en fait, le film d'horreur, Ouais. et plus il est bon, plus les trucages sont excellents, et plus ça va marcher. Ouais. La première chose qu'il va faire, c'est de nous faire créer des liens avec les personnages. Ouais. D'accord? Donc, on va vouloir que le personnage vive heureux parce qu'on espère tous le bonheur. Et il arrive un malheur. Mm. Et en fait, le malheur, ça peut être un requin qui croque quelqu'un, ça peut être un crocodile, ça peut être un dinosaure qui apparaît subitement. Ça va venir, en fait, débrancher la partie en haut de notre cerveau, qui est notre Ok. partie qui nous permet justement de pouvoir communiquer, réfléchir, prendre de la distance par rapport aux événements et ainsi de suite, pour nous ramener en fait dans la partie de défense. Mhm. Attention, je suis en danger. OK. Donc ce que tu décrivais comme comportement, Ouais. même si intellectuellement tu sais que c'est un film, ça reste que pour toi, l'expérience de danger est trop importante et tu n'as plus accès aux zones supérieures de ton cerveau. OK. C'est la même chose pour un enfant. Que ce soit un petit garçon ou une petite fille, un adolescent, une adolescente, même des jeunes adultes, même des adultes. Mhm. D'accord? C'est qu'il y a un moment donné où tu as beau essayer de les rassurer, tu as beau essayer de faire quoi que ce soit, et aussi longtemps qu'ils ne se sentiront pas en sécurité avec toi, Mm. ils vont réagir d'une manière Ok. désorganisée. OK. Pourquoi désorganisée? Parce que le crocodile, il n'existe pas vraiment. Le requin, il n'existe pas. Ouais. Ce sont des trucages. Ouais. C'est la même chose en classe. L'enfant va percevoir l'environnement comme étant potentiellement menaçant, et tant et aussi longtemps qu'il ne se sent pas en sécurité avec le professeur, il va réagir de plein de manières différentes. Donc, en tant qu'enseignant, en tant que papa, en tant que maman, en tant qu'intervenant, Mhm. une des premières choses qu'on doit faire, c'est créer un lien de confiance avec la personne, OK. ce qui fait en sorte qu'il va avoir accès aux zones supérieures de son cerveau, OK. et il va pouvoir collaborer avec nous. Donc, quand les jeunes rentrent dans mon bureau, quand je crée cette ambiance de sécurité, à ce moment-là, on a accès à l'ensemble de l'enfant. Mhm. Et moi, je vais accompagner le parent, éventuellement le professeur, si je vais intervenir dans un plan d'intervention, pour pouvoir l'amener à comprendre la dynamique du jeune. Un des plus beaux exemples dans ce cas-là, c'est le film La vie est belle. Ouais.
Tu en parles d'ailleurs dans ton livre. J'en parle dans le livre. Ouais. Pourquoi? Parce que le papa, ils sont dans un camp de concentration, ils peuvent mourir à n'importe quelle minute, d'accord? Lui-même, malheureusement, va perdre la vie, mais il crée un environnement ludique pour l'enfant. Donc, à partir de ce moment-là, on crée un environnement ludique. Mettons que dans une école, on fait un alerte incendie, nécessaire pour respecter les normes de la ville, respecter ce que les pompiers demandent. Mais c'est beaucoup plus facile de faire un jeu et d'amener les enfants à jouer quelque chose, quitte à ce qu'il y en ait quelques-uns qui jouent les pompiers, d'accord, que de les amener à avoir peur que l'école pourrait brûler. Parce que si l'école pourrait brûler, moi, je pourrais mourir. Donc, je ne peux pas être en sécurité à l'école. La même chose, malheureusement, il y a eu quelques tueurs dans les écoles. Donc, il y a des écoles qui font des entraînements pour au cas où il y a quelqu'un d'inacceptable rentrerait dans l'école. Par exemple, un parent en furie, ça pourrait être juste ça. Mais ce serait plus simple de jouer au loup. Et on est tous des chaperons rouges. Et donc, à ce moment-là, il faut faire attention. On est des petits cochons. Et donc, on rentre dans l'imaginaire, ce qui fait en sorte que le degré de stress de l'enfant est beaucoup moindre parce qu'il est en train de jouer. Donc, à partir de ce moment-là, il a plus accès à ses ressources. La même chose quand papa et maman vivent des choses difficiles, ben, c'est plus facile de jouer au Monopoly pour expliquer les tensions financières aux enfants que de leur parler éventuellement ou de faire semblant que tout va bien pour l'enfant, parce que l'enfant va le sentir. De nouveau, on rentre dans le jeu. Plus l'enfant est en train de jouer, même les adolescents, plus ça va leur permettre d'aborder les situations d'une manière saine et sereine. Tu racontes dans le livre, à un moment donné, qu'il y a eu, quand tu étais encore en Belgique, il y a eu une grève et que pendant un bon moment, là, les jeunes, il se passait beaucoup de choses et que là, les jeunes, quand ils sont revenus à l'école, il y en a qui étaient très anxieux et tu racontes que les enseignants qui prenaient le temps d'écouter avaient beaucoup plus de succès que ceux qui disaient, bon, ben là, on est revenu, OK, on a la matière, il faut... Parle-nous un petit peu, parce que c'est vraiment intéressant ce que tu relates. En fait, il y avait vraiment la conjonction de deux choses. Premièrement, les enseignants dont j'étais, on est parti 7 semaines en grève. Donc, on avait 7 semaines de moins sur une quarantaine de semaines pour pouvoir passer la matière. J'enseignais en 5e. C'est l'année la plus difficile en Belgique au niveau du primaire. Donc, le défi était là. La chance que j'avais, c'est qu'il y avait une professeure senior qui avait l'autre 5e, donc je pouvais m'appuyer sur son travail. Mais au-delà de ça, c'était l'annonce de la guerre, de la première guerre contre l'Irak qui arrivait. Donc, il fallait expliquer aux gens pourquoi on partait en guerre. En Europe, on est encore très sensible, en fait, à la guerre 40-45, au mur de Berlin, donc toute la guerre froide dans laquelle on a grandi. Donc, il fallait justifier. La propagande faisait en sorte que les enfants paniquaient. Puis, ils vont mourir. Puis là, en Belgique, c'est pas très grand. C'est une dizaine de fois l'île de Montréal. Donc, une bombe atomique au milieu, c'est ça. C'est terminé, c'est ça. Exactement. Est-ce que et dans l'imaginaire des jeunes. Dans l'imaginaire des enfants, ils se pensaient qu'ils allaient mourir. Donc, quand moi, les enfants rentraient dans ma classe, j'avais le choix. Je fais ma job de prof. J'essaie de faire rentrer de la matière. Exactement. Ça ne marche pas du tout. Je prends le temps de les écouter. Et parfois, ça prenait 15 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Mais à chaque fin de journée, j'atteignais les objectifs que j'avais, qui étaient similaires à l'autre classe de 5e année aussi. Et en fin d'année, ils ont eu d'excellentes notes parce qu'on a diminué le stress aussi. Comme ils avaient eu cette semaine de grève, on leur a dit, écoutez, est-ce que vous ne verrez pas en 5e, mais vous le verrez en 6e. Ne vous tracassez pas. On a dédramatisé. Ma collègue faisait la même chose. Puis en fin d'année, elle m'a demandé, est-ce que je pourrais reprendre les examens de l'année dernière? OK, allons-y. Parce que ça va nous permettre d'évaluer 2 groupes, 2 années. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Parce que tu sais, tu prends un risque d'un point de vue pédagogique. Tout à fait. Le programme est là, mais tu prends un risque pareil. Les résultats étaient meilleurs que l'année précédente. C'est incroyable. Et ils avaient manqué 7 semaines. Oui, simplement parce qu'au lieu de donner 10 calculs, ils en avaient 7. Au lieu d'avoir une dictée de 20 lignes, ils en avaient 15, mais ils les maîtrisaient. Et parfois, on en demande beaucoup trop. Il y a un livre qui vient de sortir de Jacques Sanson, qui a été président des commissions scolaires pendant des années, et qui dit des choses que j'avais déjà entendues de la part de directeurs d'école. 80% des enfants sont 2 ans, sur le plan biologique, 2 ans trop jeunes pour suivre le cours de mathématiques au niveau du primaire. Ah ouais? On leur demande des choses que leur cerveau n'est pas encore prêt dans 80% des cas d'enfants. Donc, on met les enfants dans une situation d'échec. Ce n'est pas de la faute du professeur. Non, il suit le programme. Il suit le programme. Et les gens qui font le programme sont des profs de maths qui sont passionnés et qui veulent faire des concours. Tout à fait, Donc, ce n'est pas volontaire. Il n'y a aucune mauvaise intention, mais il y a une conséquence. Comme quand on utilise mal l'auto ou comme quand on utilise mal l'alcool. Il y a une conséquence, en fait, à nos choix. Et nos choix, c'est les enfants qui sont de plus
en plus stressés, qui ont de plus en plus de difficultés à réussir à l'école. Donc, de revisiter peut-être la manière dont on s'organise. Par exemple, en Europe, est en train de se discuter, faire 7-8 semaines de classe, puis 2 semaines de congé. 7-8 semaines de classe, puis 2 semaines de congé. Oui, ça va influer sur l'organisation familiale. Mais les endroits où on a fait les tests, on s'est rendu compte que les enfants sont moins stressés, réussissent mieux, peuvent se détendre durant la quinzaine et les professeurs sont plus disponibles. Parce que c'est tout un défi d'être prof aujourd'hui. C'est ça. Quand on a 25 Donc là, au moins d'avoir classe, 2 semaines de congé à l'occasion, on revient, on est... Exactement. Je trouve ça intéressant parce que tu parles des écoles. Bon, à partir du moment où, moi aussi, mon fils va dans une école, les exigences sont là. Bon, on n'a pas le choix, hein, c'est le système. Est-ce que tu es en train de me dire que c'est dans notre attitude aussi comme parents? Exemple, on a reçu le bulletin il n'y a pas longtemps, puis moi, dans ma philosophie, je regarde toujours, tu sais, où est-ce qu'il a bien performé, je mets le focus là-dessus, l'emphase là-dessus, puis les endroits où on a du travail à faire, je dis, OK, ça, il faut travailler un petit peu. Mais tu comprends, je veux vraiment mettre la lumière sur... Parce que je veux le motiver, je veux l'encourager et je veux pas le stresser non plus. Parce que je sais très bien que si je dis comment ça que tu as eu juste 75 dans telle matière, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est une bonne approche? Est-ce que, comme parents, justement, on peut les aider justement à avoir ce sentiment un peu moins là de stress par rapport aux performances académiques? En fait, il faut adapter notre manière d'être. J'ai 3 enfants. J'en ai 2 qui ont 12 ans, qui viennent d'entrer au secondaire. Ce sont des enfants qui sont jumeaux-jumelles, nés de manière prématurée. Autrement dit, ils ont déjà un défi sur le plan biologique. Ils sont prématurés avec les effets affectifs que ça peut occasionner. Puis en plus, biologiquement, ils sont les plus jeunes de leur classe. Et ils sont prématurés parce qu'ils auraient probablement dû naître au-delà du cut-off du 1er octobre, ce qui fait en sorte qu'ils sont les plus jeunes. Je ne peux pas avoir la même exigence avec eux que ce que je pourrais avoir avec d'autres enfants qui n'ont pas ces mêmes facteurs de risque. Donc, on prend le temps d'augmenter progressivement leur capacité d'étudier, leur capacité d'être disponible, leur capacité d'être responsable face à leurs études. Et aujourd'hui, figure-toi que j'ai entendu, je t'ai levé à 5h30, j'ai entendu le réveil de mon grand qui sonnait à 6h. Puis quand je suis allé le réveiller après, parce que pensant qu'il dormait encore, c'était une erreur, je le vois en train d'étudier. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'étudier, j'ai un examen tantôt. Donc tu vois qu'il s'est responsabilisé. Il a 12 ans, il est capable de le faire. J'aurais pas pu avoir la même exigence envers lui quand il était en première année. Donc on l'a préparé à ce qu'il se responsabilise. Mon plus jeune, c'est un enfant du mois de mars, très vite au niveau cognitif. Ça marche même parfois trop bien au niveau cognitif, donc il peut s'ennuyer un peu à l'école. Et en fait, lui, je ne vais pas mettre l'emphase sur ses notes, je vais mettre l'emphase sur qu'est-ce que tu fais quand tu es trop excité, qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies, qu'est-ce que tu fais parce que lui, il a d'autres défis. Donc, qui ne sont pas nécessairement académiques. Exactement. Ils se vivent à l'école et pas nécessairement chez nous, mais on va regarder justement parce que quelque part, si mon jeune est disponible pour pouvoir vivre en communauté dans la classe, d'accord, c'est certain que ça va l'aider à mieux performer d'un point de vue. Donc, je n'accentue pas la notion de performance, j'adapte mon intervention en fonction des défis individuels de mes enfants. Il ne faut pas que le parent s'inquiète. 80% de nos interventions sont des interventions universelles. Ça veut dire que ça marche avec tout le monde. Il y a un 15% qui s'adapte en fonction de l'âge, du sexe, de la culture de la personne. Et il y a peut-être un 5% qui va demander un fine-tuning un peu plus précis par rapport à la singularité ou l'événement dans lequel mon enfant il est. Et malheureusement, on a de plus en plus un usage de diagnostic où on focus trop sur le 1% des comportements problématiques au lieu de se baser sur le 99% sur lequel la plupart des adultes sont capables de fonctionner. Donc si je me focus sur le 1%, je vais mettre une pression indue sur l'enfant. Et l'enfant, quelque part, plus je vais mettre de pression, plus son cerveau va amener sa capacité d'être guerrier en place. Et donc, je vais augmenter, malheureusement, les effets pervers que je voudrais pourtant annuler. Annuler, c'est ça. Écoute, Joël, on pourrait parler... moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est d'aller se procurer tes livres. Alors, évidemment, j'ai juste besoin d'être compris. Dans ce livre-là, tu abordes les comportements dérangeants chez les enfants, les adolescents. Tu parles aussi du trouble de déficit d'attention, c'est dans ce livre-là. Celui-là, j'ai juste besoin de votre attention, donc des outils pour aider nos jeunes et nos ados
à mieux gérer leur stress, leur anxiété. J'ai envie de te dire un gros merci parce Avec que plaisir. je pense, et évidemment, si des gens veulent te consulter, c'est possible de te trouver via ton site web, Joël Monzé. joelmonzé.com. Il y a des formations online aussi parce que je ne peux pas nécessairement rencontrer tout le monde. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 80% d'interventions universelles, 15% d'interventions qui fonctionnent avec l'âge de l'enfant et peut-être 3, 4, 5% en fonction de la singularité. Donc, on peut jouer sur le 95%. Donc, les gens qui vont lire le livre vont avoir des outils pour pouvoir intervenir sur le 95% des comportements de l'enfant. Donc, on va les aider, on va les soutenir. Il y a des gens qui aiment lire, il y a des gens qui préfèrent regarder une vidéo. Donc, les deux choses sont disponibles. Les deux sont disponibles. Un grand merci, vraiment super, super apprécié. Pour les gens de Mastef Télé, allez courir, acheter les livres de Joël si ça vous interpelle, si vous dites, oui, moi j'ai besoin de ces outils-là. Je peux vous dire, ce sont des livres super complets. Alors, merci du fond du cœur. Avec plaisir. Et pour les gens de Mastef, merci de votre confiance. Salut!